congés, fin août, début septembre, compte tenu de l'actualité évidemment du mois d'août, du mois de juillet, et à la suite de ce qui s'était passé les semaines du mois précédent, on s'était interrogé, on a eu beaucoup de discussions sur le pourquoi, le comment, et en fait, on tombait toujours sur le même fin, c'était de dire qu'en fait, tout ce qui était mis en avant était mis en avant pour nous diviser. Évidemment, il y avait le terrorisme, il y a la question de l'islamisme, il y a un certain nombre de questions qui nous étaient posées. Il y avait les questions du Burkini pendant le mois d'août qui étaient posées. Et tout ça, ça nous interrogeait sur notre manière de vivre ensemble et d'appréhender ces questions-là. Donc on a réfléchi à une initiative qui nous permette à la fois d'avoir un débat sur ces questions-là, donc la question de l'intégrisme, la question du terrorisme, la question de la division, et un débat qui, on l'espère, pourrait nous permettre, au moins à chacun, d'ouvrir quelques perspectives, et des perspectives de rassemblement. Parce que nous, on pense, le communiste de Vénissieux pense, mais plus largement, qu'il est nécessaire, devant ce qui se passe, cette mondialisation qui joue la concurrence et qui joue la division, parce qu'on parle de division là, entre les peuples, de division entre musulmans et non-musulmans, de division y compris entre voisins, mais au-delà de ça, on sait bien que sans cesse, cette société, la mondialisation, le capitalisme, nous fait jouer les uns contre les autres. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Par exemple, sur la question des retraites, on fait jouer les retraités de la fonction publique contre les retraités des privés. C'est pas le même âge de départ à la retraite, ainsi de suite. Donc sans cesse, on oppose plutôt que... Et nous, on pense qu'il faut plutôt tout mettre en œuvre pour nous rassembler. Et que notre intérêt, l'intérêt des peuples, l'intérêt ici comme ailleurs, c'est de regarder ce qui peut nous rassembler, ce qui peut nous être commun, et de travailler en commun sur ces questions-là. Donc on a décidé d'organiser une soirée autour de ça, avec la projection d'un film, donc Le ciel attendra. Bon, c'est 2 jours après la commémoration du 13 novembre à Paris. On ne l'a pas voulu comme ça, puisqu'on y réfléchit, je vous l'ai dit depuis la rentrée. On aurait voulu l'organiser en octobre, mais tout compte fait, je pense qu'en même temps, on est dans l'actualité et ça permet à chacun de se remémorer un certain nombre de choses et peut-être de réfléchir, après le film et dans le débat qu'on va avoir, sur comment on peut prolonger notre volonté de se rassembler et d'être ensemble. Donc après le film, il y aura un débat, il y aura un certain nombre d'intervenants qu'on vous présentera après, et il y aura aussi un moment où on donnera la parole à la salle. Voilà. Donc le film va être lancé, je vous souhaite un bon film et... Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les intervenants d'avoir accepté l'invitation pour nous faire part de leur expérience, apporter un éclairage sur cette question et permettre un échange riche, constructif, pour avancer ensemble. Le film que nous venons de voir montre le parcours de 2 jeunes filles plongées dans l'islamisme radical, aux portes du terrorisme, mais aussi leur aspiration d'adolescentes. Il montre des familles désemparées face à la radicalisation de leurs enfants. Il aborde également l'utilisation des femmes en fonction de leurs Il joue sur les peurs et les prisons. De plus en plus de pays sont confrontés au relan que les femmes ont toujours été utilisées, voire les campagnes, on l'a vu dernièrement avec la campagne aux États-Unis, j'ai envie de dire comme ça, showbiz, campagne délétère, etc. L'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis est révélatrice des replis xénophobes et identitaires et de la déliquescence de nos sociétés. Les situations qui nous intéressent doivent interpeller la société tout entière. Vénissieux, c'est une ville populaire, elle a toujours porté des valeurs de notre République laïque, unie et garante du bon sens. André Jorin, ancien député maire, a très tôt compris les tentatives de déstabilisation des piliers fondamentaux de notre République et les risques de fragilisation de notre société. En mémoire, les brèches intégristes et rétrogrades de Roland Goussiane à la mosquée de l'Ursaf, dans les années 90, et notamment ses propos insupportables sur la lapidation des femmes. Ces discours touchent particulièrement les jeunes en manque de repères, fragilisés, ignorants de leur propre religion, qui confondent religion, origine et nationalité. Ce sont des proies faciles pour ceux qui prêchent un islam moyenâgeux et rétrograde et qui en réalité portent un véritable projet politique fascisant. Ces personnes utilisent la religion pour tenter d'imposer un régime de terreur
Comme tous les fascismes, elles s'appuient sur un terreau fertile pour faire avancer leurs idées et tenter d'imposer leur projet de civilisation. De jeunes Vénitiens ont été détenus par les Américains à Guantanamo en 2002. Cela a marqué notre ville et fait poser un certain nombre de questions sur les recrutements, les filières, la situation des jeunes dans les quartiers, le devenir de nos quartiers, la place d'un islam tolérant, respectueux des lois de la République. Les conflits du Moyen et Proche-Orient n'expliquent pas tout. La dégradation de la situation sociale, la violence de la société vis-à-vis de sa jeunesse, les droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution qui ne sont plus assurés, droit à un emploi, à un logement, à la santé, à l'éducation, fragilisent les jeunes qui pensent quelque part ne plus avoir de perspective d'avenir. Des questions se posent à tous les citoyens, qu'ils soient croyants ou non. L'islam de France a aussi un rôle important à jouer pour lutter contre toutes ces dérives. Les attaques terroristes portées sur le territoire national depuis janvier 2015 ravivent les fractures de notre société. Nous voyons des jeunes de 3e, voire 4e génération d'immigrés qui ne se sentent pas français. Je prendrai un exemple banal, c'est l'Euro de cette année, où on a vu des jeunes dans nos collèges qui systématiquement étaient pour les adversaires que la France rencontrait. Et ça a été quand même beaucoup plus fort qu'il y a 4 ans. Et je pense que c'est à prendre aussi au sérieux. Les clivages communautaristes qui n'existaient pas auparavant surgissent, avec des demandes de repas sans viande dans les cantines, de chants religieux lors des célébrations de mariage dans la maison de la République, les difficultés à l'état civil pour la délivrance des cartes d'identité, etc., etc. Une radicalisation qui crée des tensions et fait monter l'EFN qui se nourrit des divisions. La cohésion nationale est fragilisée, les femmes sont les premières victimes, leurs droits régressent. Un danger quand on sait que l'on mesure l'émancipation d'une société en fonction de l'émancipation des femmes. La société a de plus en plus tendance à se replier sur elle-même, l'individualisme prime sur le collectif, le vivre ensemble, l'accueil des migrants cristallise également les peurs, et il ne faut surtout pas en rentrer dans le jeu des extrêmes et s'opposer aux tentatives de division. J'ai envie de le dire comme ça, faire bloc contre les amalgames et les raccourcis également. Chacun doit pouvoir vivre sa foi dans le respect des lois de la République. La République n'a pas à faire de différence entre les croyants, les athées ou les agnostiques. Elle reconnaît des citoyens avec des droits et des devoirs. L'islam, la 2e religion de France, a toute sa place en France. Un islam ouvert qui s'intègre dans notre République, avec des lieux de culte dignes pour exercer effectivement le culte. À Vénissieux, nous travaillons avec les associations cultuelles que je rencontre régulièrement, en associant à chaque fois le CRCM, notamment dans la conformité des locaux, les conventions, l'urbanisme, etc. La mise en place d'une commission laïcité vivre ensemble avec tous les acteurs, les élus, l'éducation nationale, les représentants d'associations des cultes, la société civile, etc. La laïcité, c'est le garde-fou contre l'intolérance, les oppressions, les soumissions. C'est une valeur fondamentale de notre République. Ce principe n'interdit pas, je le dis souvent, il nous protège et nous rassemble au-delà de nos différences pour favoriser le vivre ensemble. Il est également issu de l'histoire de la France, profondément marquée par les guerres de religion. Dans le monde, seulement 12 pays sont laïques et ce n'est pas toujours facile de garantir un espace qui protège les individus, qu'ils soient croyants ou non. La laïcité est un combat permanent de tous les instants pour promouvoir l'émancipation des citoyens. Je le dis souvent, je crois que la laïcité, pendant une quarantaine d'années, on a cru que ça allait de soi, alors qu'en fait, il faut la travailler et la transmettre surtout et l'expliquer. Aujourd'hui, personne ne peut faire l'impasse sur les questions qui se posent à la République et donc à tous les citoyens que nous sommes. Quelle société voulons-nous pour les générations futures? Comment répondre collectivement aux grands défis qui nous font face? Merci Michel. Donc on avait invité, on a sollicité un représentant du Parti communiste algérien, d'abord parce que l'Algérie c'est un pays pour l'histoire de France qui est quand même important, puis qui est à Vénissieux avec beaucoup de liens, et puis c'est un pays qui a connu 10 ans d'une guerre civile terrible, et donc ça me paraissait important de faire le lien. Voilà, donc Rachid. Bonsoir. Le parti algérien.
Le Parti algérien pour la démocratie et le socialisme, le Parti des communistes algériens, remercie nos camarades communistes de la section de Vénissieux du Parti communiste français pour leur invitation à participer à ce débat qui concerne tous les peuples et tous les travailleurs qui sont confrontés au développement d'une situation désastreuse pour l'humanité, marquée par des pertes humaines, des dégâts matériels et une immigration des populations qui ont été déracinées. À l'occasion de ce débat, nous renouvelons notre solidarité avec les travailleurs et toutes les familles françaises qui ont été victimes du terrorisme. Les travailleurs et le peuple algérien, notamment les couches populaires de notre pays, ont été victimes du terrorisme pendant plus de 10 ans, à partir de 1990. Tout comme d'autres pays et peuples musulmans qui ont subi et subissent encore quotidiennement dans leur chair les affreuses douleurs d'un terrorisme dirigé par des forces obscurantistes qui manipulent une religion afin d'imposer en vérité un régime moyenâgeux au service des classes exploiteuses. Nous voulons faire remarquer ici que les actes criminels qui se sont produits en France ces derniers mois sont tombés au même moment où les luttes ouvrières se dressaient contre la loi travail. Une bonne occasion a ainsi été offerte à certains partisans de cette loi antipopulaire pour exploiter l'émotion provoquée par des crimes odieux en tentant de diviser les travailleurs de toutes origines et de toutes confessions. Les appels à une unité dite nationale, une unité entre exploiteurs et exploités, pour la défense des profits des monopoles capitalistes et de leur système en crise étaient contraires à ceux des couches laborieuses productrices des richesses de l'humanité. Nous devons également souligner ici les contradictions des positions des dirigeants des puissances capitalistes. Ils condamnent le terrorisme de forces obscurantistes et réactionnaires dans leur pays, mais le soutiennent dans les guerres et les coups d'État qui se sont déroulés ou se déroulent encore dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. N'est-ce pas, M. Fabius, alors ministre français des Affaires étrangères, qui disait que le groupe terroriste Al-Nosra faisait du bon travail en Syrie? Dans ce pays, en fait, ce qui est condamné, ce n'est pas une insuffisance de liberté démocratique pour le peuple, et plus particulièrement pour les couches laborieuses, mais le fait que les dirigeants de ce pays ont refusé de se plier totalement aux exigences des intérêts des pays capitalistes. Car comment expliquer autrement l'attitude de ces pays? Ne font-ils pas bon ménage et de bonnes affaires avec des pays aussi réactionnaires, où les libertés démocratiques élémentaires sont chaque jour piétinées, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, au Maroc et ailleurs? Ces mêmes pays entreprennent même des guerres contre d'autres peuples du Moyen-Orient. L'exemple en est cette guerre menée contre le Yémen par l'Arabie Saoudite, qui dirige une alliance de pays arabes. Ceci dit, le PADS souhaite au cours de ce débat vous apporter sa modeste expérience sur la néfaste activité des forces obscurantistes religieuses et de leurs organisations armées en Algérie. Les réelles motivations et les intérêts qu'elles défendent, comme elles ont été soutenues par les puissances capitalistes mondiales, et comment le travailleur et nos couches populaires les ont confrontés aux côtés des forces 7 de l'armée nationale populaire afin de les soutenir et qu'elles ne parviennent pas à s'emparer de tout le pouvoir comme elles le souhaitaient. Dans ce cadre, nous nous efforcerons au cours de ces débats de répondre aux interrogations et aux demandes des participants qui sont rassemblés ce soir ici et dont nous saluons et remercions la présence au nom du Parti algérien pour la démocratie socialiste. Merci Rachid. Et donc, on sait qu'il y a des questions politiques que vient d'aborder d'ailleurs Rachid, mais il y a aussi le vécu personnel. Le film il nous montre une histoire qui est d'ailleurs terrible. On a choisi de faire ça au cinéma parce qu'on pensait qu'un film justement permettait peut-être d'avoir un débat qui soit aussi à partir d'expériences de vie. Et évidemment, Nizar a accepté de participer. Je pense pas forcément pour revenir sur son expérience à lui, mais peut-être pour avoir son témoignage sur comment il voit lui la situation aujourd'hui à Vénissieux et en France. Donc Nizar Sassi. Je vais en profiter déjà pour présenter Nizar Sassi, comme vous l'avez dit. Je remercie tous les organisateurs de m'avoir invité. Et en fait, j'ai rien préparé ce soir, parce que je savais pertinemment que j'allais voir un film, et ce film, si j'aurais préparé quelque chose, ils ne m'auraient pas laissé le dire. Donc ça m'a replongé, malgré moi, ça m'a replongé dans mon expérience, je ne vais pas dire mon expérience, dans ma malheureuse expérience, en fait, voilà. Et je suis encore sous le coup du film, en fait. En regardant le film, je me voyais moi, il y a à peu près 14 ans, partant, c'est pas pour la Syrie, mais pour l'Afghanistan.
Et là, je suis ici. Donc, il y en a qui sont plus là. Et pourquoi je suis là ce soir? En 2006, dès que je suis revenu en France, j'avais sorti un livre, j'avais raconté beaucoup mon histoire. Mais après, ça a pesé sur moi. J'arrivais plus à m'en sortir. Il fallait absolument que j'enfouisse ça en moi. Donc j'ai dit, pour pouvoir refaire une vie, il faut absolument que je puisse oublier ça. Quelques années plus tard, il n'y a pas plus tard que 2 ans, l'année dernière avec les attentats de Charlie, ça m'a replongé dans ça. Malgré moi, c'est-à-dire que des gens venaient vers moi, poser des questions, des jeunes de Vénissieux venaient me voir, ils voulaient absolument avoir mon avis sur ce qui se passait. Donc malgré moi, j'étais obligé de répondre sur ce qui se disait, sur ce qu'ils voyaient, parce qu'entre-temps, ça a évolué. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute cette propagande qui se faisait sur Internet, sur les montages vidéo et tout ça. Maintenant, c'est différent. Je me trouve face à des gens avec des questionnements, et les vidéos qui sont faites maintenant elles sont très très bien faites. C'est des montages hollywoodiens, c'est-à-dire qu'ils savent faire les choses. Et avec les codes des jeunes de maintenant, les codes Internet, les codes de jeu, les codes Facebook, tous les codes, ils savent leur parler. Donc du coup, il y a plein de jeunes ici sur Vénissieux ou ailleurs qui se posent des questions après ces événements-là. Donc ils viennent, ils nous demandent notre avis. Donc forcément, je suis obligé de prendre position, d'expliquer les choses, de dire que c'était pas aussi simple, que c'est pas comme ça, qu'il faut prendre du recul. Et ça fait que ça m'a poussé à revenir sur le devant de la scène, à essayer de reparler, parce que constamment on est en train de nous questionner. Et la chose est simple, je fais un témoignage. J'explique simplement mon parcours. Je témoigne de ce qui s'est passé. Et après, ça amène à la personne ou au groupe de personnes qui est en face de moi à se plonger dedans. Mais la différence d'un film, c'est que moi je suis réel. Et là, ils arrivent à se mettre à ma place. On arrive à se comprendre. Après, voilà, après tout ça, après ce témoignage, ils arrivent à comment dirais-je, à prendre du recul par rapport aux idées qu'ils avaient en regardant de simples vidéos. Donc voilà, c'est un travail que j'essaie de faire au quotidien, quoi, dès que j'ai un peu de temps. Tout simplement. Après, je pense qu'il y aura des questions. On verra. Donc, merci Nizar, je vais y arriver. Et puis donc, Soye Benchek, je vous laisse peut-être vous présenter plus son ami islamologue, ancien mufti de Marseille, oui, mais c'est comme vous voulez. Bon, merci à tout le monde de s'intéresser à ce sujet très sensible. Merci à Madame le maire et à son courage. Nous venons de voir une autre religion que l'islam que j'ai connue et j'ai appris. Mais avant d'aborder ou d'approfondir cette question, je m'adresse à vous, non-musulmans, pour vous interpeller, pour vous dire, parlez de l'islam. Parlez de l'islam. L'islam n'est pas la religion des seuls musulmans. Elle n'est pas la propriété des seuls musulmans. Initialement, l'islam est un message adressé à l'humanité entière, libre à cette humanité d'avoir un regard sympathique ou antipathique, de l'accepter ou de le refuter ou de la critiquer ou de l'admettre ou pas. Parler de l'islam parce que aujourd'hui cette religion vit une crise qui divise l'humanité en deux. La véritable ligne de fracture, elle n'est pas entre musulmans et non-musulmans. Pas du tout. Elle est entre ceux qui veulent vivre ensemble, musulmans ou pas, et ceux qui ne veulent plus vivre ensemble, au nom de la religion. Parlez de l'islam, même avec votre méconnaissance, même avec votre maladresse, même avec votre incompréhension des choses. Mais parlez. Parlez puisque c'est la motivation psychologique, c'est la motivation métaphysique d'une bonne partie de ceux qui partagent votre cité.
Donc c'est tout à fait normal et louable que les uns s'intéressent aux motivations des autres. N'ayez pas peur d'être taxé d'islamophobe. Moi, personnellement, en tant que musulman, je suis très mal à l'aise devant ce néologisme. Donc, si quelqu'un a peur de la religion de mes ancêtres, je ne l'incrimine pas. Mais je vérifie la source de sa peur. Je m'interroge pourquoi il a peur. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas pour l'empêcher de parler ou l'empêcher de s'interroger. En plus, si vous ne parlez pas ouvertement et avec nous, les citoyens des sociétés libres comme la française s'exprimeront dans les urnes au risque d'avoir des Trump et des Le Pen. On finira par s'exprimer. Donc il vaut mieux banaliser le sujet et habituons-nous au débat. Pardon. Ce qu'on nous venons de voir, ce n'est pas la religion de mes parents. C'est pas la religion de ma mère, en tout cas. C'est sûr et certain. Il s'agit d'une idéologie rampante, conquérante, violente et meurtrière, qui fait tort à l'islam avant tout, et aux musulmans. Ça fauche d'abord les musulmans, et ça noircit l'image de l'islam, et ça rend le lien entre musulmans et non-musulmans alourdi. L'atmosphère devient lourde. Le lien spontané entre musulmans et non-musulmans, c'est le pluralisme, ça alourdit l'atmosphère. Donc, on connaît qu'il s'agit d'une lecture qui s'appelle, appelez-la comme vous voulez, appelez-la néo-hanbalisme, parce que c'est une lecture au sein de l'islam longtemps minoritaire, ou appelez-la salafisme, eux-mêmes ils s'appellent salafisme, ou appelez-la wahhabisme, en référence à la doctrine officielle de l'Arabie saoudite, avec une tendance de vouloir s'imposer. Il s'agit d'une lecture très sèche, et sans aucune spiritualité, ni éthique, basée sur la conviction spontanée des uns et des autres, basée sur des consciences librement engagées. Ce jeu, on ne voit plus ça. C'est long à expliquer, à historiciser. Depuis quand? C'est pas depuis toujours, c'est depuis à peu près fin 3e siècle de l'Hégire, après l'islam. Il y a eu le hanbalisme. Et puis, un populisme au nom de ce hanbalisme dans le 4e siècle. Puis, c'était éteint pendant plusieurs siècles. Et le monde musulman s'est sombré dans la mystique, dans le sophisme, et dans parfois l'obscurantisme. Et puis il y a eu la réforme. Rien que par rapport à mon vécu, à ma génération, l'islam a changé 3 fois de paradigme. Il est passé du soufisme traditionnel au réformisme. Et puis la parenthèse du réformisme a été vite fermée, qui a duré un siècle, a laissé quelques bribes. Et puis maintenant, cette vague de radicalisation qui envahit l'espace traditionnel de l'islam. Et je ne connais pas un coreligionnaire sensé aujourd'hui qui envoie sans aucune inquiétude son fils dans une mosquée, sans s'interroger. Parce qu'il craint que son cher enfant soit plutôt endoctriné par une idéologie meurtrière. Et c'est notre inquiétude à nous tous. Donc, je ne peux pas être plus long. Je voudrais juste que je remercie Madame le maire, puisqu'elle a parlé de la laïcité. Nous avons rêvé, depuis les années 80,
le jour où on a compris que l'islam marque définitivement le paysage social de la France en tant que minorité parmi les minorités. Donc on a rêvé de profiter de notre présence en France, des libertés offertes en France. D'abord, l'islam n'est pas utilisé politiquement pour conquérir le pouvoir ou pour perdurer dans le pouvoir, à l'instar de ce qui se passe dans le monde musulman. Deuxièmement, profiter des libertés dans le vécu. Ici, on peut se perdre dans l'anonymat. On peut se passer pour un homme musulman. Donc, le peu de pratiques qu'on donne reflète vraiment, il n'y a pas une pression sociale. Le peu de pratiques qu'on donne, qu'on observe, reflète effectivement notre disponibilité. Le peu qu'on donne, on jeûne tout le mois du Ramadan ou juste un jour. Je fais les 5 prières ou juste une seule. Une invocation, pas plus. Le peu que je donne, il est sincère et reflète ma disponibilité et ma conviction, loin de toute hypocrisie, de toute religiosité de façade et de tout endoctrinement ou embrigadement. Merci beaucoup. Merci, M. Benchek.